parlons à l'IA, elle nous répond, nous la questionnons, elle semble nous comprendre, mais dans cette conversation fluide se tisse un malentendu profond, croire que la machine nous ressemble. Qu'y a-t-il sous ces mots empathiques, ces voix de plus en plus réalistes, ces images parfois belles à se damner, des tokens, des pixels, des probabilités statistiques, des corpus de données invisibilisés, pas de cerveau, pas de conscience, ni magie, ni menace existentielle, mais à coup sûr, une technologie et une industrie qui entendent refaçonner nos manières de communiquer, de travailler ou d'apprendre. Voici donc Laurence de Villers, professeure à la Sorbonne et chercheuse au CNRS, spécialiste d'interaction homme-machine. Marc Stulman, conseiller régional en charge de l'IA à la région Pyrénées... non, comment ça s'appelle ? Région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, pardon. Et président de Cyberrock. Le tout sous le regard lucide et sympathique de Loïc Rivalin, notre ami journaliste. Et sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris, bonjour à tous et ravi de vous voir si nombreux pour parler d'IA. Alors l'IA, c'est le thème d'aujourd'hui. On a eu Luc, Julia, Bastien, tout le monde qui nous en ont beaucoup parlé ce matin. On va essayer d'avoir d'autres points de vue. On a beaucoup parlé de l'IA et de l'emploi. Là, on va aller vraiment vers cette intelligence artificielle au quotidien. Cette intelligence artificielle qui peut-être va devenir notre psychologue, peut-être va devenir notre petit ami ou notre petite amie, peut-être va réveiller les souvenirs des personnes endeuillées ou nous aider à mieux travailler, à mieux nous former, à apprendre. On va découvrir beaucoup de choses avec vous, notamment Laurence de Villers. Merci, vous avez écrit un livre, vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes spécial... Ah, il est là, on va le montrer, voilà, il s'affiche derrière. Il y a Ange ou démon. Il y a Ange ou démon. Soyons clairs. Et la couverture est faite par l'IA, évidemment. C'est vrai. Et donc, vous avez pas... donc c'est bien parce que comme ça, vous n'avez pas payé un illustrateur. Bravo. Ah non, ce n'était pas le but. Alors, on va commencer par cette question. IA ou Ange ou démon, c'est la question que vous posez tout au long de ce livre. Et on sent une vraie ambivalence, c'est-à-dire à la fois vous dites je suis épaté par les possibilités, notamment techniques, cette super intelligence très précise, mais en même temps, je suis profondément préoccupé par l'intrusion massive de ces technologies dans nos vies. C'est le débat, cette porosité de l'IA qui vient s'inviter partout, dans tous les domaines de notre quotidien. Oui, je pense qu'on est tous avec des IA testées à la maison en ce moment. Il y en a partout, il y en a sur le téléphone, il y en a dans les montres, il y en a dans les voitures. Et pour pas mal de choses, c'est pratique. Donc on adhère assez vite à ces objets utilitaires pratiques. Mais alors, ils nous parlent. Donc, ce que j'ai constaté avec mes étudiants, c'est qu'ils parlent à leur portable et ils leur parlent d'eux. Au lieu de leur poser des questions, comme on faisait sous Google pour avoir des informations, ils leur parlent d'eux. Et donc, il y a beaucoup de considération de l'IA comme un psy. Et je pense que ça, c'est délétère réellement. Ça n'a pas été construit pour ça. Alors, je voudrais quand même raconter un peu cela. L'intelligence artificielle, moi, je suis très pro-techno. Hein. J'ai fait toute ma carrière là-dessus pour faire de l'apprentissage machine avec les meilleurs modèles. Et je suis encore sur les meilleurs modèles, Mochi, les LLM. Ce que va faire Yann Lequin quand il aura monté sa boîte, puisqu'il quitte Meta, si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc, c'est vraiment l'avant-garde. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur la détection des émotions et j'ai l'impression qu'on va dans le mur si on ne comprend pas plus comment marchent ces machines. Alors très simplement, on nous parle de super intelligence aujourd'hui et ça c'est démoniaque. Ça va vers le côté vraiment mauvais de tout ça puisqu'en fait c'est absolument pas intelligent cette machine. C'est au plus de l'informatique augmentée. Hein, c'est de l'IA aussi mais de l'informatique augmentée. Parce que, en fait, ce système qui apprend à partir de nos textes, il n'apprend pas dans notre espace, ni avec information temporelle, ni avec information spatiale, aucun rapport avec le monde. Donc, si je reprends le système de Kahneman, je ne sais pas si vous connaissez ce théoricien économiste, hein, puisqu'on est ici dans un endroit qui parle d'économie. TSE. Prix Nobel d'économie, il était aussi psy. Daniel Kahneman vient de décéder. Il a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2. Comment je décide. Eh bien, les LLM aujourd'hui qu'on utilise dans ces chatbots, ils sont plutôt système 1. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent pas du tout. C'est presque comme l'intuition, sauf qu'ils ne sont pas sensitifs, hein, ils n'ont pas d'émotion, mais c'est comme l'intuition, c'est système 1. Le système 1, c'est quoi dans notre vie quotidienne? Nous, quand on fait système 1, je fais quoi? C'est tout ce qui est précablé dans mon cerveau. C'est-à-dire que quand j'avance ma main pour prendre le verre d'eau, je n'ai pas réfléchi à comment j'allais avancer ma main. Elle y va tout seul.
Okay, système 2, c'est là où c'est cognitif. Donc là, je réfléchis, est-ce que j'ai déjà fait, qui l'a déjà fait, voilà, j'ai été éduqué, je connais un peu d'histoire, je suis dans un milieu particulier, j'ai étudié des choses, et tout ça va jouer sur ma façon de décider. D'accord ? Système 2. Eh bien, les LLM qu'on nous bassine comme étant super intelligents sont système 1, purement. Aucune émergence cognitive dans tout ça. Tout ce qui a été fait pour tricher, je peux vous l'expliquer. On fait des instruct tuning, on optimise ces modèles pour qu'ils sachent résumer, faire de la poésie, vous répondre comme un psy, ou avoir de l'empathie. Tout ça, c'est programmé avec des programmes qui utilisent des données. Et par exemple, pour résumer, on met plein de textes et on met le résumé à côté qu'on veut. Et la machine apprend la fonction résumé. Donc on optimise tous ces systèmes qui sont bas niveau à partir de milliards de données, à partir de ça. Mais fondamentalement, cette machine, ce qu'elle a appris, c'était à prédire le mot suivant, qui n'est même pas un mot, c'est un token. Okay, ce que veut faire Yann Lequin, qui me paraît très intéressant, avec GEPA, qui est un nouveau système qui va remplacer probablement les LLM, c'est en fait d'apprendre des états du monde. Un état du monde, c'est pas juste du texte, ou c'est pas juste de la vidéo. C'est qu'est-ce que je suis moi, dans l'espace dans lequel je suis. C'est de l'abstraction. Alors, ça va donner effectivement à la machine, non pas des successions de tokens qui veulent rien dire, d'ailleurs, c'est des bouts de mots. Hein. Chat, ça fait che, a. Voilà. Et puis quand on regarde derrière, c'est des suites mathématiques. Hein. Quand on oui, et derrière, clique, c'est des représentations des contextes majeurs dans lesquels on trouve ces objets. Ça s'appelle des embeddings, voilà. Mais là, ce que veut faire Yann Lequin, c'est de passer par des étapes justement où il va construire, avec à peu près le même mécanisme d'auto-supervision, c'est-à-dire se servir du futur pour apprendre ce qu'on pourrait prédire. Il va construire en fait des états internes dans la machine qui vont reprendre des actions que nous faisons. Et grâce à quoi ? Grâce à ça. On va collecter des données sur le bout du nez des gens, avec ici des records. Et à partir de ces données-là, ces machines nourries grâce à ça pourront aller essayer de prédire ce qu'on fait. Il a déjà des très bonnes démonstrations qui montrent, par exemple, pour faire une recette de cuisine, la machine est capable de faire les mêmes gestes. Si je lui donne un robot, par exemple, ou pour une autre machine, elle est capable de décomposer en fait des actions pour arriver à un but. Ce qui est le cœur de l'algorithme, de décomposer une action. Non, pas les LLM. Les LLM, c'est une pure machinerie statistique qui prédit le token suivant sans aucune abstraction de raisonnement. Ce qu'on a rajouté en raisonnement dans ces machines, je connais très bien, je le fais, c'est le prompt que vous avez, c'est-à-dire la requête pour arriver à avoir une réponse. Vous la découpez en petits bouts et vous faites plusieurs requêtes et vous avez une espèce de travail qui va essayer de sortir quelque chose de plus intelligent. Alors souvent, c'est plus intelligent, mais je vous dis, c'est quand même de la triche. Donc ce marketing-là, il faut en être conscient. Pourquoi ils font ça ? Pour deux raisons. La première, c'est essayer de vendre leurs outils, qui pour l'instant ne sont pas très rentables, les LLM. On va lever des fonds, mais il n'y a pas beaucoup de rentabilité parce que, par exemple, OpenAI perdait 7 milliards cette année. Les autres, là, les gros, les Google et tout ça, ils ont suffisamment de publicité dans tout ce qu'ils vont capturer comme données sur nos comptes pour pouvoir bien vivre. Mais tous ceux qui ne sont pas sur ces économies de la publicité, ils ont plus de mal. Okay, Mistral AI a trouvé des très bons compromis parce que tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas bien parce qu'on ne connaît pas comment ça marche et qu'on nous explique ça très mal, dans un but de manipulation. Ce qu'ils voudraient, eux, c'est qu'on adhère à des psys ou qu'on paye des services pour des objets qui n'ont pas du tout ces fonctions-là, et qui plus est, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc le fait de dire que c'est super intelligent, c'est de dire que, comme ça, c'est pas nous. Ils voudraient d'ailleurs qu'on donne une personnalité juridique à ces machines pour pouvoir prendre la responsabilité sur la machine, okay, et dédouaner finalement le créateur. Donc ça va très très loin. Et dedans tout ça, l'affectif est très présent. Alors vous avez remarqué entre 5 et 4, c'était pas les mêmes. Si vous jouez de avec ChatGPT dans la salle, non, personne n'utilise. Alors levez la main ceux qui utilisent ChatGPT. Voilà. Donc on est à un bon 70%, 80%. Moi j'ai testé aussi. Marc, voilà, Marc, on va peut-être aussi passer là. Alors, terminez, oui, sur le 4 et 5. Je termine sur 4 et 5. C'est super intéressant d'utiliser ChatGPT. C'est résumer, c'est faire des trucs. Vérifier même les références qu'il va donner. Parce que fondamentalement, ce jeu de Lego ou de puzzle a perdu ses sources. Okay, la grande différence entre ChatGPT 4o, qui avait l'air très sympa, c'est le côté je m'aligne à vous. Et donc ça
C'était compréhension, enthousiasmant. empathie. C'est le biais de... comment on appelle ça, ce biais déjà ? De confirmation. De confirmation, voilà. Le biais de confirmation, qui est très connu en psycho. Voilà, vous parlez. Le premier d'ailleurs système qui s'appelait ELISA, qu'on avait construit, il avait ce biais-là. Il simulait un psychothérapeute rogérien, c'est-à-dire je reprends vos mots. Vous dites ah ma mère, ah votre mère, et tout de suite on a l'impression que le truc comprend quelque chose. Alors peut-être il comprend rien du tout. Donc ces machines qui ne comprennent rien nous parlent comme ça en disant vous êtes formidable, ah vous avez perdu votre job, ah c'est pas de votre faute, vous êtes tellement formidable. Comment vous voulez qu'on se remette en question avec un truc qui nous dit ça? D'autant plus pour les enfants, donc j'en parlerai après. Je suis très impliquée sur l'éducation. Mais pour finir avec 4 et 5, donc tout le monde s'est plaint en disant 5 c'est pas possible, il est sûrement le plus éthique mais il est très froid, quoi. On n'en veut pas. Rendez-nous notre copain. Et donc ils ont rendu plusieurs copains. Ils se sont dit on va faire mieux. En 5 points de ChatGPT, vous avez des agents. On les appelle maintenant des agents. L'un qui est dédié à telle ou telle tâche, l'autre qui fait l'empathique pour vous aider à surmonter la perte de job, l'autre qui... Voilà. Eh ben, attention quand même à ce que vous avez dans les mains. C'est pas la bonne façon d'utiliser ces outils. Ça dépense beaucoup d'énergie. Vous savez, quand vous faites une requête, c'est 10 fois plus d'énergie que quand vous allez sous Google pour faire quelque chose. Même Sam Altman, le géant OpenAI, avait dit arrêtez de lui dire merci, arrêtez d'être poli, ça sert à rien, ça gâche du temps de calcul. Alors attention à ce que vous avez dans les mains. Marc Zuidman, à la région, vous vous interrogez quand même de ce que vous allez mettre dans les mains des étudiants, des travailleurs, notamment les étudiants. Voilà, est-ce que c'est des questions que vous vous posez quand on se dit il y a l'IA, il faut le mettre dans les mains des personnes? Quels sont les garde-fous, que ce soit la formation, que ce soit les outils qu'on utilise, qu'on peut mettre à disposition pour ces personnes? Alors, je vais répondre. Mais bien sûr, moi, je suis le politique de l'étape, donc je vais dire beaucoup de choses avec beaucoup de conviction, mais je n'ai aucune compétence technique. Hein. Je préfère rassurer tout le monde là-dessus. Donc, vous prenez tout ce que je dis avec des pincettes. Moi aussi, je fais un peu de prédictibilité des mots suivants. Plus sérieusement, c'est ça, je suis une sorte là, une version Wish de ChatGPT, si vous préférez. Plus sérieusement, j'aimerais d'abord rebondir sur un tout petit point. Faites le test dans ChatGPT, dans Claude, dans Gemini, de lui demander ce qu'il pense de votre style d'écriture. Parce qu'en fait, vous lui avez déjà donné énormément de données sur votre narcissisme. Est-ce que vous utilisez la forme directe ou indirecte? Le nombre de fois que vous utilisez le mot « je », le nombre de fois où vous lui donnez un ordre, ou au contraire, vous lui demandez, vous avez une formulation conditionnelle dans vos prompts, il peut déjà... Tu peux même aller plus loin, tu lui demandes quelles sont mes émotions, quelle est ma personnalité. Et il a déjà votre profil peut-être pas psychiatrique, mais du moins psychique. Il en a un. Oui. Même si on a coupé la mémoire, parce qu'on peut aller chercher dans les paramètres, tac, ne mémorise pas mes questions, alors, se protéger quand même. Il y a une petite croix. Si vous voulez pas que garde l'historique, il faut le faire. Faites-le. Par défaut, non. Donc il a l'historique. Par défaut, il est. Donc ça, c'était le premier point. En région Occitanie, comment on a construit on a été la première région à faire un plan IA. On l'a adopté il y a plus d'un. Quelle année ? Il y a 2 ans. C'est pas la première. Non, mais alors, je reformule. Politique. Je reformule. On a été la première région à avoir un plan IA d'ensemble qui ne soit pas un plan IA pour le numérique, mais qui s'intéresse à l'intégralité des filières de façon transversale. Je pense que là, je peux dire, voilà, là, je peux le dire, c'est bon. Validation. Notre plan IA, il est transversal, mais on l'a construit autour de 2 notions. Une notion de souveraineté sur laquelle je passerai très vite parce que ce n'est pas le cœur de ce sujet. Et une deuxième question que vous m'avez posée, en fait, c'est la question de l'éthique et de comment on va utiliser les IA au sens très général et notamment les LLM d'un point de vue éthique. Nous, on a eu plusieurs garde-fous. On a mis en place plusieurs garde-fous. Tout d'abord, on a refusé qu'il y ait des LLM pour les usagers du service public. On est en train d'essayer d'avoir des solutions locales, on-premise, enfin sur nos serveurs, open source pour les agents du service public, mais on ne souhaite pas que l'usager puisse être en interaction. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a essayé d'avoir une approche autour de cas d'usage. Autour de cas d'usage, c'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est quoi les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans lesquels l'IA pourrait faire la différence, et non pas quels sont les problèmes que les vendeurs d'IA veulent que l'on résolve.
On est parti de nos besoins et pas du marché. Donc on a quelques cas d'usage, la question de la gestion de l'eau dont il a été question tout à l'heure. Et là-dessus, il s'avère qu'on a une politique régionale qui est assez importante, qui est une des premières, pour le coup, encore une des premières de France, qui est celle de l'ordi. L'ordi, c'est quoi? C'est 74 000 ordinateurs qu'on donne par an à tout élève qui rentre en seconde. C'est formidable, hein, ici. Oui, non, merci. non, mais blague à part, c'est une vraie politique. Ça fait du sens. Ça a permis d'éviter le décrochage lors du Covid. Ouais. Ça suffit pas de donner des ordinateurs, hein, excusez-moi. Il faut aussi éduquer les enfants, les adolescents, leurs parents, à ce que sont ces systèmes. Bien sûr. Nous, on a construit à la Fondation Blaise Pascal des capsules éthique et IA pour les très jeunes, parce qu'il faut commencer avant la 6e même. Donc les 7-10 ans, on leur parle de quoi? Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'attention, de l'attachement? C'est la dopamine. C'est-à-dire que vous travaillez, vous êtes devant votre écran et ça vous envoie de la dopamine dans le corps, c'est biologique, et vous êtes plus heureux. Et c'est pour ça que quand la maman arrive en disant « Hey, donne-moi ton portable, t'arrêtes », ils sont en colère. Okay, une fois qu'on a dit ça aux enfants, d'un seul coup, ils raisonnent. Ils disent « Ah ouais, c'est pour ça que ma mère, quand elle me dit ça ». Et ça leur donne, si vous voulez, une compréhension de ce qui est en train de se passer devant l'ordinateur. C'est la même chose pour les adultes. Hein. Mais c'est important de comprendre que ça engendre chez nous des bouleversements biologiques. Il n'y a pas que ça. Hein. Ça va engendrer des bouleversements aussi politiques, sociaux, etc. Et les influences, et vous avez raison de parler d'éthique, les influences de tous ces sujets sont fondamentaux. Notamment, vous avez très bien raison de ne pas utiliser les LLM américains. Vous pouvez peut-être utiliser Mistral AI quand même. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on parle à des systèmes qui reformulent tout à partir de tokens qui sont 3,5 caractères, donc très peu. Et à partir de 95% d'anglais, quoi. Donc, ça veut dire quoi sur nos souverainetés? C'est facile. Si vous prenez la même chose sur le visuel, vous demandez qu'est-ce que c'est que recevoir un diplôme. En France, jusqu'à présent, on ne mettait pas de toge ni de petit chapeau, là. Ben maintenant, si. Si vous demandez ça, ça vous envoie une cérémonie anglo-saxonne. C'est bien la preuve que c'est comme ça. D'autre part, c'est très influencé. ChatGPT, faites attention, en ce moment, il y a des études scientifiques qui montrent en Angleterre, British Institute, il faudrait que je retrouve exactement la citation, mais qui montrent qu'ils vont chercher leurs sources sur des serveurs russes quand on leur pose des questions sur l'Ukraine. Donc ils ont fait tout un jeu de données sur l'Ukraine, ils ont challengé Mistral, Grok et DeepSeek et plein d'autres, et ce qu'ils ont pu remarquer, c'est que ChatGPT et Grok allaient 3 fois plus prendre des données sur les serveurs russes. Donc on est manipulé à travers ces réseaux, c'est très politique, aujourd'hui il faut ouvrir les yeux. Et sur les dangers affectifs, c'est énorme aussi. Parlons des sujets affectifs et on reviendra, Marc, sur le sujet de la formation et des étudiants. Je disais, demain, l'IA va devenir mon psy. Elle l'est déjà un peu. L'IA va m'aider à faire mon deuil. Les deadbots, est-ce que c'est la partie émergée de l'iceberg que nous, les médias, adorons mettre en valeur parce qu'il va y avoir un cas de suicide dramatique, un fait divers, ou non, il y a, et vous le voyez, un mouvement de fond? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus sur les gens qui parlent, qui commencent à prompter leur grand-père disparu, leur petit ami imaginaire, etc. J'ai pas de statistiques, hein. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le Vatican et les religieux de différentes religions s'intéressent beaucoup à ce sujet, parce que la mort, vous comprenez, c'est important dans la religion catholique, par exemple, celle que je connais le mieux. Le début et la fin, vous voulez dire qu'ils se demandent aussi si c'est ange ou démon, eux aussi? Exactement. Ils ont trouvé que le titre de mon livre... Vous savez, un démon, c'est un ange déçu, hein. Bon, on est toujours dans les anges, quand même. Déchu ou déçu? Déchu. 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 Et bon, bref, pour revenir à l'influence que ça peut avoir sur nous, elle est énorme. Donc, les deadbots, moi j'ai été à des conférences, je ne m'attendais pas, hein, je suis vraiment sur le machine learning, hein, dans mon travail à la Sorbonne et surtout au CNRS, avec des robots sociaux, voilà, et qui détectent les émotions des gens. Mais on m'a demandé de venir à des conférences sur la fin de vie et sur la mort. Alors, il y avait un psychiatre, un sociologue et moi, et on nous disait, est-ce que c'est bien ou pas d'utiliser un deadbot? Un deadbot, c'est un chatbot comme ChatGPT qui va prendre la voix du papa décédé, de mon père par exemple, je vais avoir dans ma poche. Quand j'ai un problème, je lui parle et puis ça me répond avec la voix de mon père. Waouh! Donc, problème de dignité. Si vous vous rappelez Black Mirror, on ne peut pas s'en débarrasser, hein, parce que c'est quand même la représentation de quelqu'un qu'on a aimé et qui était éminemment important. Comment voulez-vous débarrasser de son
de son ersatz, même si c'est un robot ou c'est une voix. C'est impossible, c'est presque impossible. Donc on ne fait pas de deuil. Et autour de ça, il y avait une économie incroyable. Ils allaient dans les EHPAD, partout, chercher les données des personnes âgées, avec le consentement des personnes âgées et avec le consentement des enfants, qui disaient comme ça, ils seront toujours là. Ils vont continuer à me souhaiter mon anniversaire. Alors si je résume un peu, vous connaissez vos arrière-arrière-grands-parents ? Bah non. On les a oubliés, ou les arrière-arrière. Ben là, on pourrait avoir une lignée comme ça, complète, sous le chatbot, avec tous nos ancêtres. Donc autant vous dire que ça ne va pas nous aider à être vifs et agiles dans la vraie vie. Et puis deuxième chose, ça consomme un max. Ça consomme un bras, quoi. Déjà, si vous raisonnez un peu et vous regardez les statistiques, à l'heure actuelle, on a déjà 10% de l'énergie qui passe dans le numérique. Mais en 2030, si on nous promet que tout le monde a ces outils-là à disposition, mais ça va être terrible. Et ça, est-ce qu'on l'anticipe ? Non. Il nous manque complètement d'anticipation là-dessus. L'autre chose qu'on voulait dire sur ces IA... alors, sur les deadbots, les Japonais ont trouvé un moyen. Ils ont dit, on ne va pas interdire, mais on a le droit de l'utiliser pendant la période de deuil, c'est-à-dire 44 jours, 49 jours. Mais qui vient vérifier si on dépasse ? Bah si, vérifie. C'est déconnecté ensuite. C'est déconnecté, ouais. D'accord. Et puis c'est en plus avec les paroles vraies du défunt et pas avec une reconstruction à la ChatGPT où c'est même pas la dignité de la personne qui est gardée, puisque vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui. D'accord ? Alors sur la régulation, tout à l'heure, moi je suis pas d'accord avec Luc Julia qui disait que c'est tous des cons dans la Silicon Valley. Parce que nous, on a créé beaucoup de lois, là, voilà, on a mis un temps fou d'ailleurs à les créer, et donc on a une pyramide des risques. Les chatbots, ces fameux chatbots, sont dans la zone modérée, risque modéré. Alors malgré le fait que moi j'étais dans des comités d'éthique nationaux proposés par le président Macron et tout, et qu'on a réfléchi et dit c'est pas modéré, c'est des hauts risques, on n'a rien fait. Donc on a protégé les IA génératives pour qu'on fasse monter des leaders sur les IA génératives. Très bien, mais quand même, il y a des gens qui se suicident, il y a des jeunes qui se suicident, il y a des gens qui perdent leur fortune manipulés par ces objets. Ça isole, c'est vraiment malsain quand même, hein. Surtout de ne pas prévenir. Eh bien, la Silicon Valley, merci à eux, la Californie vient de sortir une loi. La loi sur les agents compagnons. Elle est sortie là le 13 octobre. Et elle rentrera en vigueur le 1er juillet 2026. C'est agile, non ? Et donc, ces gens, ils réfléchissent effectivement sur du concret. Il y a des gens dans la Silicon Valley qui veulent utiliser, par exemple, Mattel veut faire un accord avec OpenAI pour faire des nounours qui parlent avec ChatGPT ou des poupées Barbie pour Noël. Vous pensez que c'est une bonne idée, ça ? Parce que demain, ça va être quoi le langage des jeunes ? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre ? Dans le langage, au début, on apprend dans l'interaction tellement plus. La voix, c'est tellement autre chose. Le langage, c'est tellement autre chose. Ce sont des lapsus, des silences, la psyché de la personne. Quand je commence à lui demander « ça va aujourd'hui ? Ça va ?» c'est pour tester où il en est. Il fait beau chez toi, c'est encore pour tester quand on est au téléphone. On ne le voit pas, donc on a moins d'infos. Donc tous ces trucs-là sont des trucs de dialogue pour savoir qui j'ai en face. Okay ? Donc devant une machine, c'est pas la peine. La machine vous répondra n'importe quoi puisqu'elle a copié sur nous humains. Donc effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces outils sont extrêmement brillants pour faire de la science. Quand on est expert dans un domaine, et là je reprends juste le MIT, comme ça après tu passeras la parole à mon ami. Vous êtes inarrêtable comme ChatGPT, vous avez... Je fais juste MIT. Alors, allons-y. Donc une expérience qui a été faite au Massachusetts Institute of Technology à Boston, MIT, bon, renommée, que je ne dirais pas que ce sont des cons non plus. Et ils ont fait cette expérience qui a été produite dans des journaux de renom et qui est en cours de relecture, mais qui vaut le coup d'être écoutée. Ils ont un ensemble d'étudiants séparés en deux groupes. Les uns utilisent GPT-4 et les autres non. Et ils regardent avec des capteurs quelle est votre activité cérébrale. Okay ? Et ils peuvent regarder si ça touche des zones de mémorisation. Ceux qui utilisent GPT-4, encéphaloplat, pas beaucoup de mémorisation de ce qui est en train de se passer. Ils utilisent copier-coller comme les étudiants à la Sorbonne, on a fait des tests aussi. Les autres, plein d'activités. Ceux qui avaient utilisé GPT-4 ont fait des très belles rédactions, ils avaient tous les mêmes sujets. Les autres étaient contents de ce qu'ils avaient fait, c'était peut-être moins bon, mais ils étaient contents. Ils échangent. Ceux qui n'avaient pas ChatGPT ont ChatGPT, ceux qui l'avaient ne l'ont plus. Et on leur repose la même question. Ceux qui avaient ChatGPT 4, ils se souviennent plus de ce qu'ils ont raconté. C'est pas eux qui l'ont écrit, ils ont fait des copier-coller. Et là, ils rament pour essayer de récupérer 2-3 trucs intéressants. Et les autres, qui avaient déjà travaillé sur le sujet, eux, on leur donne dans les mains une mine d'or aussi, avec plein d'autres
situation, expérience, etc. Ils vont enrichir ce qu'ils ont fait en challengeant ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est ça l'esprit critique. C'est la friction, c'est la fameuse friction ça. intellectuelle et l'importance. C'est ça. Marc, du coup, on les retrouve, nos étudiants, les revoilà avec l'ordinateur. Comment est-ce qu'on peut donner les outils et en même temps leur dire attention, on a besoin de cette friction, on doit vous encadrer, on doit vous en parler pour que notre cerveau qui continue à bouillonner? Alors, en t'écoutant, je me suis aperçu de quelque chose de fondamental, c'est qu'en réalité, l'IA, elle va alimenter les deux plus grandes passions humaines, qui sont le désir d'immortalité, les chatbots, et la fainéantise. Oui, je suis tout à fait Non, mais c'est le système 1, en fait. Oui, c'est Le système 1 ne Kahneman. consomme pas de sucre, donc naturellement, on est tenté d'aller sur le système 1. Notre cerveau, il est biologiquement fait pour ne pas consommer de sucre. On dépense le moins possible. Ouais. Et donc, la fainéantise, c'est un vrai problème, parce que déjà, c'est la passion universelle, hein, on ne va pas se mentir. Et non, mais pas chez les politiques. Et on le s'est désire. compris. On peut faire montrer qu'on désire ça. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on a beau expliquer à tout le monde, ça vous parasite, il y a de la manipulation, vous allez plus parler aux humains. Ils le désirent quand même, cet objet qui parle. Ouais. Et politiquement, politiquement, pour les étudiants, pour les jeunes, en Occitanie, comment ça se matérialise? Bien, ça se matérialise par effectivement un usage immodéré des chatbots, des LLM. 5-6 heures sur le numérique, Ouais. qui est pas mal le chatbot. Et là-dessus, nous, on est en train d'essayer de mettre en place des formations, des sensibilisations. À travers l'ordi que je vous citais, on met en place des vidéos d'accompagnement, un certain nombre de choses. On essaye de trouver des nouvelles solutions face à ces anciens problèmes, même si, il faut être honnête, on se bat contre la biologie humaine et cette passion de la fainéantise. Et donc, il faut effectivement retrouver de la friction, il faut retrouver une sorte, le mot fait un peu vieillot, mais de goût de l'effort, parce qu'en réalité, c'est comme ça que l'on apprend et c'est comme ça qu'on est en capacité de s'émanciper. C'est pas sexy, le goût de l'effort. Non, c'est pas sexy, mais je vais juste prendre un exemple pour rebondir sur ce que tu as dit, sur l'utilisation immodérée de ChatGPT. En politique, il y a, nous, à la région, j'ai un jeu avec mes camarades, avec mes collègues. C'est ce qu'on appelle le moment de ChatGPT. C'est le moment où l'opposition fait un discours et il y a le mot communauté dedans. Parce qu'en réalité, comme il est entraîné sur des données anglophones, anglo-saxonnes, le mot communauté est utilisé dans tous les discours politiques aux États-Unis. Parce que c'est la communauté locale, le service de la communauté, et ainsi de suite. En France, ça ne veut pas du tout dire ça. Et si vous regardez tous les politiques, et aujourd'hui le mot est en train d'exploser dans les discours politiques qui utilisent le mot communauté, ce sont des politiques qui ont fait faire leur discours par ChatGPT. Et donc ça veut dire que la manipulation politique, elle commence là. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus, ils n'ont même pas essayé de créer leur propre pensée ou d'essayer de raisonner. Ils ont donné un thème à ChatGPT, ils lui ont dit « fais-moi un discours de gauche, fais-moi un discours de droite, peu importe hein. ». Et ils vont annoncer cela. Et ils vont annoncer cela, et ça va avoir des conséquences politiques. Parce que si, à l'Assemblée nationale, allez voir les discours, tapez le mot communauté dans les verbatims, vous allez le trouver assez rapidement, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été défendues, notamment sur l'IA, qui ont été écrites par une IA elle-même. Et là, on est presque sur l'autopoïèse de l'IA qui créerait ses propres normes. Il commence à sortir des sujets, alors je ne sais pas si c'est complètement fantasmé, sur l'auto-intoxication de l'IA qui... depuis donc 3 ans en marketing sur le web, on commence à web scraper du contenu déjà produit fait par l'IA. Ouais. Et l'IA, il y a cette théorie qui pourrait chuter. Enfin, on atteint un peu, on a le risque d'atteindre le maximum aujourd'hui des modèles et des. Déjà, on est au maximum. Pas assez de données fraîches. On a grabé tout ce qu'il y avait sur Internet et on a piqué toutes les connaissances qu'il y avait partout. Donc, il reste pas grand-chose et les gens hésitent maintenant à mettre des nouvelles données en plus. Et on nous a dit RGPD. Bon, donc ça fait et vie privée, problème. Donc qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré qu'on crée des données artificielles. On les crée partout en disant c'est vachement bien, comme ça on n'est plus sur la privacy des gens. Et donc grâce à ce blanc-seing, on va encore plus loin. Et ce qui ça engendre, c'est que nivellement par le bas, parce qu'au fur et à mesure qu'on standardise, déjà, ça standardise cette machine, puisque ça prend toujours les valeurs maximales. Sauf qu'à l'intérieur, il y a quand même un petit truc qui est rigolo, la température. Je sais pas qui connaît la température dans les LLM? Ah voilà, il y en a 2.
Non, il y en a, oui, il y en a 5, 6. Il y en a plus au fond. Un peu plus. Voilà, la température, c'est l'espèce de créativité là qui rajoute. C'est du chaos. On va aller chercher. Non, non, on va aller chercher des réponses plus ou moins improbables. Oui, mais c'est plus bas niveau que ça. Hein. C'est au lieu de prédire le prochain token le plus probable, je prends au hasard dans les 10% les meilleurs. Les plus proches, par exemple, ou 20%. Vous l'avez eu dans les mains, si vous avez essayé Bing de Microsoft tout au début, il y avait un bouton qui était déterministe, un peu créatif, très créatif. Pourquoi on ne l'a pas expliqué? Pourquoi ça n'a pas été plus évident? Il faut enrichir tout ça. Je ChatGPT 3.5, vous posiez une question, il vous racontait une réponse, vous reposiez la même question au premier niveau aussi, il vous répondait autre chose. Donc ça, c'est des trucs informatiques qui me déplaisent. Je ne vois pas pourquoi c'est pas plus transparence. Ça devrait être plus transparent pour nous expliquer au moins de quoi il est question. C'est vraiment de l'enfumage total. Les instructs dont je parlais tout à l'heure, il y en a des milliers de tâches comme ça pour lesquelles ça a été optimisé, cette machine. Détecter les émotions, par exemple. Si vous posez la question, comme vous le disiez tout à l'heure, sur ce que vous venez de dire à la machine, qu'est-ce que tu en penses? Il va vous dire, vous êtes un peu sensible, vous êtes ci, vous êtes ça. La machine a tout un tas de trucs à vous raconter sur vous-même. Ah bah, ça plaît aussi, ça. Le désir qu'on nous parle de nous, c'est génial. Là, et on peut comme ça s'engouffrer pendant des heures et des heures avec ce système. Donc il faut faire très attention, et notamment, quand je parlais des enfants, il faut vraiment faire attention aux enfants. Donc moi, j'ai signé cette fameuse tribune qui est passée à l'ONU, là, avec Bengio, etc. On a dit, c'est des doomers, c'est des gens qui veulent pas faire de texte. C'est pas vrai. Je suis centriste, vraiment, et pro-techno, quand c'est bien utilisé, et pour l'industrie, et pour économiser l'énergie, et pour des tas de trucs, c'est vachement bien. Eh ben, on va passer justement à la question. On a quand même beaucoup parlé du démon qui se cache dans l'IA. On va quand même peut-être on va passer au côté ange. Marc, vous disiez, on peut faire des choses avec le maintien à domicile, on peut faire des choses pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Voilà. Quelles sont les possibilités pour cette IA pour venir parler à nos plus vulnérables, non pas en exploitant leur vulnérabilité. On avait hier un sociologue qui nous expliquait tout ça, et un psychologue. Mais comment est-ce qu'on fait pour donner du temps avec l'IA aux personnes âgées, aux étudiants qui en ont besoin, et comment est-ce qu'on encadre? Alors, de façon très très générale, l'IA va effectivement permettre bien d'utiliser, ou du moins utilisé consciemment par l'utilisateur final. C'est peut-être ça le vrai problème de l'enjeu. Va permettre d'améliorer le maintien à domicile des personnes âgées. La réalité, c'est que c'est déjà le cas. Quand vous avez une personne âgée ou qui va commencer à être une personne âgée, qui a toutes ses ampoules connectées, qui a tout un système, peu importe lequel, qui lui permet d'avoir son thermostat à la bonne température, de savoir s'il est sorti ou rentré, s'il a tout éteint, si le gaz est éteint, ça permet cette sécurisation-là. Et ça, on peut aller vers encore plus de choses. Il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus. Nous, à la région, on a tout un plan sur la silver economy. Et il va falloir accompagner cela. Les Japonais, qui ont eu un problème démographique avant nous, ont beaucoup réfléchi à la question des robots dans les maisons de retraite. Il y a aussi des startups côté Paris et Bordeaux qui travaillent sur des robots d'accompagnement pour des personnes âgées en situation de quasi-dépendance. C'est pas la panacée, mais pour autant, c'est des premiers éléments. C'est pas la panacée, parce qu'on en avait des robots humanoïdes, Nao, oui, Pepper, etc. Malheureusement... Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans avec ces gens-là et je continue à travailler. Ils étaient un peu rigides quand même parfois dans leur... Non, mais on s'en fout, il faut pas que ce soit... De toute façon, vous savez, plus on va rendre le robot proche de l'humain, plus on va le trouver intelligent. Déjà, c'est un leurre. Hein, si je mets le même système dans un robot meuble ou un R2D2 ou alors monsieur en robot, c'est lui qui est le plus intelligent. Bon, tout ça, c'est de la manipulation. Je veux juste dire attention à ça. Et puis, attention à la politique sur les personnes âgées. Et j'espère qu'effectivement, vous portez ce mot-là. Il faut absolument qu'on ait, nous, de la techno pour faire ça. On en avait énormément. On a travaillé sur ces sujets. J'ai à nouveau des robots, moi, avec Blue Frog Robotics, là. Mais il n'a pas de bras, il est tout petit. Et il est émotionnel, il est sympa. Je travaille à collecter des données, à voir quelles sont les acceptances et l'éthique autour de ces sujets. C'est primordial. Et je ne vois pas beaucoup de start-up aller là-dessus. Donc... Alors, sur les questions d'éthique, nous, à la région, vous m'offrez la transition rêvée, on est en train de construire un bac à sable réglementaire. C'est-à-dire un endroit où les start-up et les chercheurs, s'ils en ont besoin, au-delà de leur comité d'éthique, vont pouvoir entraîner leurs modèles, vont pouvoir entraîner leurs produits avant la commercialisation, avant la mise sur le marché, afin de respecter au mieux
les règles éthiques et les règles de vie privée, de RGPD, et ainsi de suite, voire des nouvelles versions du RGPD qui ont été annoncées hier. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'il va falloir de toute façon entraîner des algorithmes, entraîner des IA sur nos données de santé, sur les données de dépendance, sur les données de harcèlement scolaire, parce que concrètement, si on veut détecter rapidement le harcèlement scolaire, eh bien, on pourrait entraîner une IA à détecter un certain nombre de choses, un certain nombre de préfigurations de harcèlement. Et d'alerter ensuite. Et d'alerter. Faire le passage à l'humain. Faire les deux, il faut faire des outils, il faut alerter aussi. Bien sûr. Mais effectivement, d'alerter pour éviter que l'élève se trouve dans une situation où il ne peut parler à personne, où parfois il n'a même pas au début conscience qu'il est victime de harcèlement, et que le harcèlement scolaire, on sait que c'est le fléau des années 2020 dans les cours de récréation, par rapport à notre époque, nous, le harcèlement, à la limite, il s'arrêtait à la sortie de l'école. Mais eux, c'est... On n'a pas eu la même enfance. Oui, non, mais... non, mais regardez Adolescents, surtout, la série télévisée. Oui, là. Effectivement, celle de Comme ça, vous voyez bien ce que c'est que le harcèlement, ça pousse au suicide, et ça pousse à la décomposition entre le réel et le non-réel, parce que l'enfant ne se sent même pas responsable de l'acte qu'il a fait en réalité, ce qui est fou. Et du coup, pour utiliser des IA, pour lutter contre le harcèlement, il faut bien entraîner ces IA sur des données de harcèlement, et c'est là où le bac à sable réglementaire qu'on est en train de mener en région aura tout son sens, que ce soit en matière de santé, de harcèlement, ou tous les cas d'usage qui pourraient dépasser les autorisations de l'IA Act. Le bac à sable réglementaire pourra, d'un point de vue éthique et juridique bien sûr, accompagner ces faiseurs de projets. Boris, est-ce que tu as écrit tes lancements avec l'IA ? Tout ce que tu racontes, est-ce que l'IA à un moment donné t'a aidé ? Joker, donc nous allons prendre à présent... Il y avait, dans un 1 sur 2, il y avait le mot communauté. Est-ce que vous avez des questions ? Notre communauté va répondre. Oui. Monsieur, on vous donne un micro. On va vous le... Ça y est, on va vous l'ouvrir. Ça va marcher, ça va marcher. Allez-y, ça va marcher. Il y a un dysfonctionnement temporaire. Celui-ci. Parce que l'IA a anticipé que vous allez nous poser une question qui allait nous mettre mal à l'aise. Allez-y. J'aurais aimé que vous reveniez sur la décision de ne pas utiliser des IA au contact de la population des citoyens. Parce qu'à première vue, je ne vois pas le problème. Au contraire, je dirais plus que ça serait beaucoup plus intéressant que l'agent soit en contrôle, intervienne quand l'IA ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'à première vue, je ne vois pas de frein. Alors, de façon très simple, ce qu'on a voulu éviter, c'est... En tout cas, la grande crainte des usagers, la grande crainte des agents, c'était de se dire on va supprimer des emplois et à terme, on va se retrouver, je ne citerai aucune autre administration, mais vous prenez les impôts aujourd'hui. Voilà. Voilà. Non, mais concrètement, on a tous eu un jour affaire au Trésor public. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite bonne chance. Mais quand ça arrivera, mais plus sérieusement... nous, ce qu'on veut, c'est que l'usager, quand il vienne, que l'IA permette d'enrichir l'expérience du service public. Et donc, l'usager, quand il vient à la région, quand il vient dans une maison de région, quand il vient dans un centre d'accueil, on ne veut pas que ce soit une IA qui lui réponde. On veut qu'il y ait un agent, mais par contre que l'agent, lui, soit augmenté, parce qu'on a déployé un LLM en local pour qu'il puisse interroger nos bases de données, nos décisions administratives, pour avoir le meilleur service public possible pour l'usager. Et ça a été notre première tentative de déploiement. Elle est probablement, d'un point de vue économique, pas efficiente. Effectivement, on pourrait dire on met un LLM généraliste partout, enfin un LLM sur nos données, les gens sauf que les personnes, quand elles viennent voir une collectivité territoriale, elles ne viennent pas voir une entreprise, elles viennent voir un service public, et elles ont besoin que quelqu'un, à un moment donné, porte la responsabilité de cette décision. Et quand un agent accompagne, que ce soit une entreprise qui demande une subvention ou quelqu'un qui a un problème en matière de transport ou de lycée, qu'on a une demande de changement de lycée, qu'on a une demande, ils ont cassé l'ordi, ils ont besoin d'un nouvel ordi, je vous prends des exemples comme ça, mais ils ont quelqu'un qui est responsable et qui est physiquement responsable. Et ça, je pense que c'est important sur le service public parce que quand ce n'est pas le cas, eh bien, ça devient très vite de non personnel, non personnalisé, et à la fin, il y a un rejet. Et on a l'impression que le service s'est appauvri.
Donc c'est pour ça qu'on a maintenu cette... J'ai une question technique via Menti, mais enfin 2 fois la même, mais à la fin un peu différente. Quid de l'intégration des processus IA dans les IHM? C'est quoi les... Les IHM, c'est l'interaction avec ma machine. Bah, je fais que ça, moi. Ah pardon, d'accord, ça on sait, mais c'est l'acronyme qui me semblait bizarre. Comment fournir la confiance Pardon, Laurence, suffisante dans des excusez-nous. décisions faites ou proposées, par exemple en expliquant le processus automatique de l'IA? Il faut expliquer, oui, quid de l'intégration, nanana, et comment fournir la confiance suffisante dans des décisions faites ou proposées, par exemple en expliquant le processus automatique de l'IA. Ben, je pense qu'il faut effectivement ouvrir les machines. Moi, je dis qu'à l'école, là, il faut venir avec un LLM qui marche pas, enfin un chat GPT local, là, Lucie ou je sais pas quoi, et vous le dézinguez, c'est à vous regarder quelles sont les différentes strates et comment ça marche, pour habituer les gens à voir un peu l'intérieur de ces machines. La température, c'est un truc que beaucoup ne connaissent pas. Combien il y a de tokens à la suite? Il y a des gens qui sont aussi traumatisés parce que d'un seul coup, la conversation s'arrête, parce qu'il y a un buffer maximal. Ça s'arrête. C'est chiant. Ben non, c'est machinique. Et donc, il faut vraiment donner à comprendre. Et pour avoir ça, il faut encadrer. Je vais vous donner un exemple sur les détections de cancer précoces avec des IA prédictives. Lorsque vous avez un médecin, moi j'avais un médecin copain qui a 30 ans de cohorte de jeunes femmes qui ont eu des cancers du sein. Il me dit, le problème, enfin c'est génial, cette machine d'abord voit des choses que je ne vois pas. Donc elle voit des signaux faibles, c'est-à-dire des amalgames de pixels, sur des milliards de données que je ne verrais même pas dans ma vie. Hein, le radiologue, il avait quand même 30 ans de cohorte de patients. Mais de temps en temps, il me sort un diagnostic qui est 67% de malchance d'avoir un cancer. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors lui, avec ses 30 ans d'expérience, il est capable de dire c'est un faux positif. C'est-à-dire, je ne crois pas que la machine ait raison du tout, avec certitude. Les jeunes médecins qui sortent de médecine, ils sont incapables de faire ça, ils suivent la machine. Donc demain, il faudra qu'on évite et qu'on encadre, comme vous le dites là, en donnant les processus, comment ça a marché, et lever des pistes. Il n'y a aucune certitude, et ça aussi, l'humain a horreur de ça, du vide, du doute. Eh bien voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Agir avec raison dans l'incertain, ça vient de Blaise Pascal dans Les Pensées, c'est le max de ce qu'il faut comprendre ici. C'est-à-dire que tout ce que va vous dire cette machine n'est pas ni neutre, ni vrai, c'est approximatif, c'est recomposé par un automate qui n'a aucune intention de faire du mal, qui est juste là. De temps en temps, ça tombe bien, de temps en temps, ça tombe pas bien. Pour revenir sur les médecins, eh ben, eux, lorsqu'ils prennent des décisions de biopsie pour toutes les patients, ça les stresse. C'est de l'argent pour la sécurité sociale, c'est un vrai sujet de politique. Donc on doit encadrer ces machines par des supervisions au-dessus qui nous proposent de regarder un peu d'où vient cette cause de décision de la machine, quels sont les indices sur lesquels on pourrait jouer, comprendre. Et c'est ça l'intérêt de l'IA, c'est d'améliorer notre intelligence. Dernière question Menti, LLM gourmand est connecté au serveur distant. À quand une nouvelle technologie où l'algorithme est déconnecté et moins gourmand en énergie, avec des gains RSE, rapidité, autonomie? Marc, est-ce que vous réfléchissez aux IA frugales? Oui, alors bien sûr, on y réfléchit. Il faut savoir qu'en région Occitanie, on a la chance d'avoir un supercalculateur qui s'appelle Adastra, qui est un des 3 supercalculateurs les moins énergivores par opération seconde. Alors non, Laurence en connaît 2 qui... Non, je plaisante. Oui, c'est pour ça que Ouais, je peux les citer. Jean Zay, ouais, Saclay. C'est ça. Non, mais et juste après, il y a Adastra. Mais ne vous inquiétez pas, on va remonter au classement. Pour la prochaine conférence, C'est pas une compète. Hein. Le DIE, c'est les bonnes idées, il faut les C'est soutenir. celui qui calcule le plus loin. Non, mais C'est vraiment masculin, hein. Vous avez vu? C'est ChatGPT qui vient de me suggérer, c'est pas moi. Ça me mais on a dit déculpabilise, c'est ce que compète. disait Jean-François Bonnefond hier. Je suis absolument plus culpabilisé. Mais d'accord, mais bon. Et Marc, oui. non, et bien sûr qu'on y réfléchit sur l'IA frugale. Il y a une bonne nouvelle, et je sais que tu vas pas être d'accord, mais il y a une loi qui est la seule loi qui, pour l'instant, n'a jamais été violée par quiconque, qui s'appelle la loi de Moore, qui dit que la puissance de calcul des processeurs double tous les 18 mois et qui a une conséquence, c'est que l'enveloppe thermique des processeurs diminue. En 1998, un ordinateur, c'est 300 watts. Aujourd'hui, c'est 25 watts. Et donc, je termine. Et après, et donc, il faut aussi avoir, entre guillemets, confiance en la technologie, même s'il y a des dépendances, même s'il y a des questions de souveraineté et ainsi de suite, parce que l'IA va logiquement devenir frugale parce qu'elle va être optimisée, ou du moins les processeurs qui font tourner les IA vont devenir de plus en plus optimisés. Et la parole est à la défense.
Ou alors en 20 secondes, allez-y, Ouais. Laurence, et puis vous terminerez la discussion La loi lors de de votre Moore, elle va dédicace. s'arrêter à un moment donné parce que la miniaturisation sera plus possible. Oh. Maintenant, on va changer de On va format. passer au quantique. On va passer au quantique dans et à la 30 ans. photonique. Dans 30 ans. Et on va trouver autre chose de toute façon. Allez, rendez-vous dans Merci. le futur. Bravo à nos deux invités. Et justement, si vous voulez prolonger la discussion et la réflexion, Laurence de Villers dédicace tout de suite son ouvrage IA, Anjou-Démon, ça se passe là-bas. Bonne pause méridienne, on se retrouve à 14h pour une grande leçon de Clément Fraise. Hackez votre esprit critique, vous verrez, c'est un mentaliste, ça décoiffe. À tout à l'heure.